Aujourd'hui sur Écho du continent, on ouvre un chapitre que beaucoup préfèrent murmurer plutôt que raconter à voix haute. Un chapitre où le pouvoir, le pétrole, les réseaux secrets et les silences diplomatiques s'entremêlent dans une toile tissée pendant plus de 4 décennies. Nous parlons des dossiers cachés du régime de Omar Bongo Ondimba. Un homme qui a dirigé le Gabon pendant 42 ans, traversant les guerres froides africaines, les coups d'État chez ses voisins, les alternances politiques en Europe, sans jamais lâcher le fauteuil présidentiel. Mais derrière la façade de stabilité et de médiateur continental, que cachait réellement le système Bongo? Pour comprendre les dossiers cachés, il faut d'abord comprendre le contexte. Le Gabon, petit pays d'Afrique centrale, riche en pétrole, manganèse et bois précieux. Une population relativement faible, des ressources énormes, et une élite politique concentrée autour d'un seul homme. Dès son arrivée au pouvoir en 1967, Omar Bongo construit un système hypercentralisé où la loyauté est récompensée et la contestation marginalisée. Le parti unique devient l'outil principal de contrôle. Pendant des années, l'État et le parti se confondent. Les nominations, les marchés publics, les postes stratégiques, tout passe par le palais. Premier dossier sensible, la gestion de la rente pétrolière. Le pétrole devient le cœur battant de l'économie gabonaise. Les contrats avec les multinationales, notamment françaises, alimentent les caisses de l'État, mais aussi, selon de nombreux rapports et enquêtes journalistiques, des circuits financiers opaques. Au fil du temps, des soupçons émergent. Une partie des revenus pétroliers aurait servi à financer des réseaux politiques, à consolider des alliances internes et à maintenir une influence diplomatique disproportionnée par rapport à la taille du pays. Officiellement, ces fonds servent au développement. Officieusement, beaucoup parlent d'un système de redistribution sélective destiné à acheter la paix sociale et la fidélité des élites. Deuxième dossier explosif, la France-Afrique. Les relations entre Libreville et Paris ont longtemps été décrites comme privilégiées, voire stratégiques. Omar Bongo était connu pour entretenir des liens étroits avec plusieurs présidents français successifs. Le Gabon servait de base militaire stratégique et de point d'appui diplomatique en Afrique centrale. En échange, le régime bénéficiait d'un soutien politique et sécuritaire important. Des enquêtes en France, notamment autour des affaires dites des « biens mal acquis », ont alimenté les polémiques. Des propriétés luxueuses, des comptes bancaires, des investissements à l'étranger. Ces révélations ont jeté une lumière crue sur l'ampleur supposée des richesses accumulées par certaines figures du pouvoir gabonais. Les procédures judiciaires, bien que complexes et longues, ont contribué à fissurer l'image d'un régime intouchable. Troisième dossier, la gestion de l'opposition. Officiellement, le multipartisme est réintroduit au début des années 1990 sous la pression des conférences nationales et du vent démocratique qui souffle sur le continent. Moi, je vous dis et je vous le confirme, le multipartisme au Gabon, zéro. Tant que je serai là, il n'y en aura pas. Mais dans la pratique, le système reste verrouillé. Les élections sont régulièrement contestées par l'opposition qui dénonce fraude, irrégularité et déséquilibre médiatique. Les forces de sécurité interviennent lors de manifestations. Les leaders contestataires sont parfois marginalisés politiquement ou absorbés dans des gouvernements d'union nationale. La stratégie est subtile, diviser pour mieux régner, intégrer certains opposants pour affaiblir les plus radicaux, maintenir une façade pluraliste tout en gardant la main sur les leviers clés. Quatrième dossier, la dynastie. Au fil des années, la famille Bongo prend une place de plus en plus centrale dans les affaires de l'État. Des proches occupent des postes stratégiques dans l'administration, l'économie, la diplomatie. La question de la succession devient inévitable. À la mort d'Omar Bongo en 2009, c'est son fils, Ali Bongo Ondimba, qui accède au pouvoir à l'issue d'une élection contestée. Pour beaucoup d'observateurs, la transition confirme l'existence d'un système solidement structuré, capable d'organiser la continuité au sommet malgré les turbulences. Les critiques parlent de monarchie républicaine, les partisans évoquent la stabilité et l'expérience. Cinquième dossier, les réseaux africains. Omar Bongo n'était pas seulement un président national, il était aussi un médiateur régional. Il intervenait dans les crises au Congo, en Centrafrique, en Angola. Il finançait parfois des processus de paix, accueillait des négociations à Libreville. Cette posture de sage africain lui donnait une aura particulière. Mais certains analystes estiment que cette diplomatie active servait aussi à renforcer son propre pouvoir, à se rendre indispensable sur l'échiquier continental et international. Plus un dirigeant est utile, plus il est difficile à isoler. Sixième dossier, la fortune personnelle et le patrimoine immobilier. Les médias internationaux ont publié des estimations vertigineuses concernant la richesse présumée du clan Bongo. Villas en Europe, comptes bancaires, investissements multiples.
Les autorités gabonaises ont souvent dénoncé des campagnes de dénigrement et rappelé que beaucoup d'accusations n'avaient pas donné lieu à des condamnations définitives à l'époque. J'ai 33 appartements à Paris. Ça ne va pas. Et on dit on fait des enquêtes. Mais j'ai facilité ces enquêtes. Première plainte qu'on a déposée. Moi j'ai dit à mon avocat, j'ai dit, vous cherchez le médecin, bon voilà, les finances les savent. Mais l'impact sur l'opinion publique, lui, était réel. Dans un pays où une partie de la population vivait avec des difficultés d'accès à l'eau, à l'électricité ou à l'emploi, ces révélations ont nourri un sentiment d'injustice. 7e dossier, la longévité politique. Comment un homme peut-il rester plus de 40 ans au pouvoir en Afrique sans coup d'État ni renversement violent? La réponse se trouve peut-être dans un mélange de contrôle institutionnel, de redistribution stratégique des ressources, d'alliances internationales solides et d'une capacité à anticiper les menaces. Omar Bongo savait quand réprimer, quand négocier, quand céder symboliquement. Il maîtrisait l'art du compromis calculé. Ce pragmatisme lui a permis de traverser les tempêtes qui ont emporté tant d'autres dirigeants. Mais aujourd'hui, avec le recul de l'histoire et les récents bouleversements politiques au Gabon, beaucoup de jeunes Africains s'interrogent. Les dossiers cachés du régime Bongo sont-ils totalement ouverts? Toute la vérité a-t-elle été dite? Les archives seront-elles un jour accessibles? Le système était-il uniquement fondé sur la prédation ou aussi sur une certaine vision de la stabilité dans une région instable? La réalité est complexe. Il y a des zones d'ombre, des zones grises, des faits établis et des accusations encore débattues. Ce qui est certain, c'est que le régime de Omar Bongo Ondimba a profondément marqué l'histoire du Gabon et de l'Afrique centrale. Il a façonné des institutions, des élites, des habitudes politiques qui continuent d'influencer le présent. Parler des dossiers cachés, ce n'est pas seulement chercher le scandale. C'est aussi comprendre comment se construisent et se maintiennent les systèmes de pouvoir sur le continent. Alors, le régime Bongo était-il un modèle de stabilité ou un symbole d'un système verrouillé au profit d'un clan? Était-ce une nécessité historique ou une dérive prolongée? La réponse appartient à chacun, mais une chose est sûre, l'histoire africaine ne peut plus être racontée à voix basse. Elle doit être analysée, débattue, confrontée aux faits. Et voilà pourquoi, sur Écho du continent, nous refusons de raconter l'histoire africaine en noir ou en blanc. Le régime de Omar Bongo Ondimba ne se résume ni à un simple récit de stabilité, ni à une simple chronique de scandale. C'est une page complexe de notre continent, faite d'alliances stratégiques, de réseaux puissants, d'ombres persistantes et de vérités encore débattues. Derrière chaque dossier, il y a une leçon sur le pouvoir, sur la longévité politique, sur la manière dont certains systèmes se construisent et survivent aux tempêtes. Mais la vraie question, Écho du continent, c'est celle-ci. L'Afrique d'aujourd'hui est-elle en train de tourner définitivement la page des régimes hyper-personnalisés, ou sommes-nous encore prisonniers des structures héritées du passé? Comprendre hier, c'est éclairer demain. Décrypter les dossiers cachés, ce n'est pas remuer le passé pour le plaisir. C'est donner aux nouvelles générations les clés pour exiger plus de transparence, plus de responsabilité et plus de justice. Si tu veux que l'Afrique parle d'elle-même avec courage, lucidité et profondeur, alors abonne-toi maintenant à Écho du continent. Like cette vidéo, partage-la autour de toi et surtout, dis-moi en commentaire. Pour toi, l'héritage du système Bongo est-il un avertissement ou un modèle à ne jamais reproduire? Ici, on analyse sans peur. Ici, on ouvre les dossiers. Ici, c'est l'Afrique qui se raconte. Mais tout ça, ça rime à quoi? C'est un véritable complot. Petit effet, grande conséquence.